Dans cette vidéo, je te présente les 10 recherches en épidémiologie qui ont complètement transformé la santé publique. Ce qu'il faut savoir, c'est que la recherche en épidémiologie a considérablement modifié les politiques de santé, notre compréhension des maladies, également les facteurs de risque qui y sont associés. Parce que lorsqu'on fait de la recherche en épidémiologie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on essaie de retrouver les facteurs de risque, essayer de comprendre comment est-ce qu'une maladie peut se transmettre. Et certaines études ont véritablement eu un impact, telles qu'elles ont changé notre pratique quotidienne, la manière dont nous prévenons, la manière dont nous traitons, la manière dont nous dépistons les maladies. Et dans cet exposé, je voudrais qu'on essaie de voir cela vraiment à la source et on va voir quelles sont les 10 grandes études épidémiologiques qui ont complètement marqué l'histoire de la santé publique et qui a complètement changé notre façon de faire, notre façon de penser. Donc voici les 10 recherches épidémiologiques qui ont marqué la santé publique. Alors, avant de commencer la vidéo, juste préciser, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Ici, on parle d'actualité sanitaire, on parle de santé publique, on parle de tous les concepts de santé publique. On parle également de nos expériences en santé publique. Donc, si tu es intéressé par ces différents aspects-là, je t'encourage à t'abonner pour ne rien manquer à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. Alors, place à la vidéo. Alors, la toute première étude que je partage avec vous, c'est ce qu'on a appelé l'étude de Framingham. Framingham, c'est une ville qui est située aux États-Unis au niveau du Massachusetts. Et c'est donc pendant l'année 1948, donc dans cette ville-là qu'il y a eu cette première étude. Et l'étude concernait retrouver les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. On n'était pas assez informé par rapport aux facteurs de risque, qu'est-ce qui véritablement pouvait causer les maladies cardiovasculaires. Et dans cette étude-là, malgré tous les obstacles qu'il y a eu, parce qu'il y a eu à un moment donné un arrêt du financement, et il y a eu Thomas Roll Darber qui a décidé de continuer la direction de cette étude-là, et donc en poursuivant les recherches pour essayer de trouver les facteurs de risque. Et donc, on a donc pu associer les maladies cardiovasculaires avec d'autres facteurs de risque qui sont connus aujourd'hui, par exemple comme l'hypertension artérielle, ce qu'on connaît également, le tabagisme, le niveau de cholestérol élevé et la sédentarité. Donc, avant cette étude-là, on n'avait pas ce genre d'informations que les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires pouvaient être l'hypertension artérielle, le tabagisme et ce que je viens de citer. Donc, ça, c'est la toute première étude, l'étude de Framingham. La deuxième étude épidémiologique qui a véritablement changé notre façon de procéder, de penser dans le monde, c'est ce qu'on appelle l'étude British Doctor Study. C'est une étude qui a été menée au Royaume-Uni et une étude visant à retrouver la relation entre le tabagisme et le cancer du poumon. Alors on se rendait compte que beaucoup de personnes souffraient du cancer du poumon et bien que plusieurs personnes, pratiquement 80% de la population consommaient du tabac, on n'avait pas encore établi de lien entre ces différents entre ce facteur de risque et la maladie. Et donc c'est sous l'initiative de deux personnes qui sont Richard Doll, Austin Bradford Hill en 1950, qui ont véritablement mené la plus grande étude prospective, la première plus grande étude prospective, parce que il y a eu plusieurs personnes qui ont été enrôlées dans l'étude. On parle de pratiquement 41 024 qui ont été introduits, mais au final on a 40 701 mélangés avec les femmes et les hommes qui ont été introduits dans l'étude. Et finalement, ce sont les hommes qui ont été beaucoup plus retenus pour mener cette étude-là, parce que les femmes avaient abandonné leur participation à l'étude. Donc, c'est donc cette étude-là qui a pu faire le lien entre le cancer du poumon et la consommation du tabac. Aujourd'hui, on en parle régulièrement dans les amphithéâtres, lorsqu'on parle de l'épidémiologie, la relation entre le tabac et le cancer du poumon. Mais ça, c'est la première étude qui a véritablement mis en exergue l'association significative qui existe entre le fait de consommer du tabac et le fait d'avoir le cancer du poumon. La troisième étude épidémiologique qui a eu un véritable impact sur notre monde actuellement, c'est l'étude qu'on a appelée de Nurses Heart Study. C'est une étude qui a été menée en 1976 à Harvard, aux États-Unis.
et qui se focalisait essentiellement sur les infirmiers. C'est la raison pour laquelle on dit Nurses Health Study, qui recherchait en fait les différentes associations entre, par exemple, le mode de vie, l'alimentation, et donc plusieurs maladies chroniques. Donc, on recherchait, par exemple, à voir s'il y a une association entre les maladies chroniques comme le cancer, le diabète et d'autres maladies cardiovasculaires. Si ces maladies-là ont des facteurs de risque, par exemple, comme le mode de nutrition, le mode d'alimentation et voilà, le mode de vie de l'infirmier. Donc, c'est une étude qui était véritablement grande, prospective et qui a pu comprendre à quel point est-ce que la nutrition peut véritablement influencer notre état de santé. Donc, c'est l'une des études véritablement populaires en épidémiologie. Bon, la quatrième étude la plus populaire en épidémiologie, c'est justement le Global Burden Disease, une initiative de l'Organisation mondiale de la santé qui a été lancée depuis les années 1990 et qui se concentre essentiellement à retrouver les causes de morbidité, de mortalité des différentes maladies partout dans le monde entier et donc les années de vie perdues qui résultent de ces différentes maladies-là. Donc, c'est un outil incontournable pour la prise de décision en santé publique parce qu'on peut facilement avec cet outil-là regarder quelles sont les maladies qui ont le plus d'impact sur notre société en termes justement d'années de vie perdues qui est un indicateur important en épidémiologie. Alors la cinquième étude, c'est une étude qui est un peu similaire à celle que j'ai évoquée précédemment. C'est ce qu'on appelait l'étude Doll et Hill, en fait sur le tabac, une expérience en milieu hospitalier, qui recherchait à voir l'association entre le fait de fumer et le fait d'avoir le cancer du poumon. Et donc, cette étude-là a pu expliquer qu'il y a une confirmation, d'après ce qui avait déjà été donné par l'étude du British Doctor Study, qui a reconfirmé qu'il y a une multiplication du risque d'avoir le cancer du poumon pour ceux qui fument. Donc, ça a consolidé donc, les preuves scientifiques par rapport au fait qu'il faut mener des campagnes internationales pour voilà, réduire la consommation du tabac dans la population. Alors les amis, la prochaine étude épidémiologique, c'est l'étude qu'on a appelée Women Health Initiative, toujours aux États-Unis. Il faut dire que les États-Unis, c'est voilà, le pays qui a le plus grand nombre de ces études, là, parmi les 10 que je vous cite. Dans le Women Health Initiative, c'était une étude qui a en fait révélé voilà, les risques liés à l'hormonothérapie substitutive sur la présence, par exemple, du cancer du sein et d'autres maladies cardiovasculaires pour les femmes. C'est la raison pour laquelle on appelle Women's Health Initiative. Donc, en fait, ça a été lancé pendant les années 1990 et donc ça a inclus plus de 160 000 femmes ménopausées. Et l'étude là voulait justement voir quel est le risque de l'hormonothérapie substitutive. L'hormonothérapie substitutive, c'est voilà un traitement qu'on va donner à la femme qui est en ménopause pour stimuler la production de ses ovaires, pour que les ovaires continuent de travailler. Alors, cette étude-là a révélé que il faut arrêter cela parce que cette hormonothérapie substitutive a des risques, notamment en termes de cancer du sein et d'autres maladies cardiovasculaires sur les femmes. Donc, avec cette étude, on a pu véritablement modifier la prescription d'hormonothérapie substitutive aux femmes et donc d'autres précautions en termes de traitement. Alors la prochaine étude dont on va parler ici, c'est la 7e, c'est l'étude European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition. En fait, c'est l'une des plus grandes études prospectives qui a été faite en Europe et qui couvrait plus de 500 000 participants. Dont la découverte majeure qui a été faite ici, c'est le lien étroit entre l'alimentation et l'activité physique dans la sédentarité. Et dans plusieurs types de cancers. Donc on voulait voir si déjà s'il y a une corrélation, s'il y a une association, voilà le mot plus exact entre les cancers, différents types de cancers, c'est-à-dire le cancer du côlon, le cancer du sein, le cancer de l'estomac, et le fait de ne pas pratiquer une activité physique, donc le manque d'activité physique, ou alors l'alimentation, et également l'obésité. Donc c'était une étude qui a vraiment influencé le comportement des gens, voilà, en disant, voilà, si vous ne faites pas de sport, vous êtes vulnérable aux différents types de cancers de l'estomac, du sein et du côlon.
Et donc, c'est une étude qui a été mise en place au niveau européen, qui a donc renforcé le rôle de l'alimentation dans la prévention de ces différents types de cancers. C'est la raison pour laquelle vous allez certainement entendre, maintenant on parle de, voilà, consommer du fruit et légumes par jour, faites du sport régulièrement pour être à l'abri de ces différents types de cancers. Donc ça, c'est la toute première étude qui a véritablement étudié ces phénomènes-là sur les larges profondeurs. Alors, la 8e étude ici, c'est l'étude PREDIMED qui a été faite en Espagne. L'étude PREDIMED, c'est une étude qui était centrée sur l'impact du régime méditerranéen sur le système cardiovasculaire, donc sur la santé cardiovasculaire. Et ici, il fallait voir, est-ce que par exemple, ceux qui consomment ceux qui ont une alimentation méditerranéenne, c'est ceux qui consomment beaucoup d'huile riche, voilà, une alimentation riche en huile d'olive, ceux qui consomment les fruits à coque, ceux qui consomment les légumes, les poissons. Est-ce que cela réduit significativement, voilà, le risque d'avoir un accident cardiovasculaire? Et donc, ça a été positif parce qu'on s'est rendu compte que avoir un régime méditerranéen, c'est-à-dire consommer tout ce que je viens de citer là, est un facteur protecteur contre le cancer, contre la santé cardiovasculaire, donc les différents types de cancers que vous connaissez. Donc, c'était une étude également intéressante dans ce sens-là, qu'elle a pu apporter des informations précises sur un type d'alimentation particulier qui est beaucoup utilisé en Espagne. Ok, et dans la réduction d'avoir des maladies cardiovasculaires. Alors la 9e étude, c'est l'étude qu'on a appelée Child Heart Epidemiology Reference. Child Heart Epidemiology Reference, c'est une initiative de l'OMS et de l'UNICEF qui ont essayé d'analyser les causes de la mortalité infantile. Vous savez, l'UNICEF s'intéresse beaucoup aux problèmes de mortalité chez les enfants. Et c'est donc une étude qui a mis en lumière sur les causes évitables de la mortalité infantile, c'est-à-dire on a par exemple les infections néonatales, on a les diarrhées, on a les pneumonies, on a la malnutrition. Et donc, cette étude a permis d'identifier les interventions qui pouvaient aider à réduire ces différents éléments-là. Donc, l'impact est que ça a pu guider plusieurs politiques de santé en matière de santé maternelle et infantile, en réduisant la mortalité infantile et la mortalité maternelle à l'échelle mondiale. Donc, on va finir avec la 10e étude épidémiologique, c'est l'étude sur l'efficacité de la vaccination contre la variole par rapport aux autres études que j'ai citées tout à l'heure. Celle-ci est assez récente parce que voilà, c'est une étude qui a eu lieu assez récemment. Il y a plusieurs études épidémiologiques qui ont essayé de voir s'il y a un lien entre la vaccination et la chute de la variole, dans la réduction de la variole, parce que on voulait essayer de démontrer qu'il n'y a pas ce lien-là, que voilà, la vaccination ne peut pas être la cause de la variole, parce que vous savez, beaucoup de personnes étaient contre le vaccin, et donc l'argument qu'ils utilisaient, c'était que ceux qui reçoivent le vaccin, donc c'est eux qui vont développer les cas de variole. Donc, la découverte majeure qui a été faite ici, c'est que il y a eu dans la confirmation que une hausse efficacité du vaccin contre la variole, okay, est absolument avérée. Donc, il faut absolument mettre en place le vaccin contre la variole parce que cela est assez efficace. Et donc, la maladie a pu être éradiée. Et donc, ça, c'est la preuve historique que la vaccination de masse peut en fait éradiquer une maladie en s'inspirant d'autres programmes comme la polio, comme la rougeole. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous, les amis. Ces 10 études épidémiologiques ont pu laisser une empreinte indélébile, profonde sur la recherche médicale et en santé publique. C'était des conclusions qui ont permis de prendre des avancées majeures. Nos pratiques aujourd'hui, nos politiques sont guidées en fonction de ces différents résultats-là. Donc, une pensée pour tous ces chercheurs-là qui ont sacrifié leur vie pour qu'on puisse avoir toutes ces informations que nous avons maintenant, toutes ces politiques que nous avons maintenant. Et voilà, si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à explorer de vous-même ces différentes études-là, à lire les résultats, à comprendre les méthodologies qu'ils ont utilisées, notamment si vous êtes assez curieux, si vous êtes étudiant en épidémiologie, ce sera intéressant pour vous.
N'oubliez pas également, si vous êtes étudiant, si vous êtes chercheur en santé publique, Parlons de santé publique vous propose des services de consultance, ok, pour vos projets, pour vos mémoires, pour vos analyses de données. Vous pouvez faire appel à nous. Nous allons mettre à votre disposition un spécialiste qui va vous aider dans vos études. Quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez, il vous suffit de nous écrire à travers notre adresse email qui se retrouve dans la description de cette vidéo. On se revoit pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, sentez-vous bien.